J'ai toujours été obsédé du Mékong. Déjà petit, je trouvais ce mot plein de promesses excitantes. Essayez donc d'articuler. Mékong. Ou plutôt Mé-Nam Kong, comme disent les Lao. Il y a du cinéma d'aventure, des peuplades mystérieuses, de la force, du gigantisme. Et c'est exactement ce que j'étais venu découvrir ce jour de février en prenant le bateau. On filait entre Luang Prabang et Pak Beng, et les grottes de Pakou passaient à bâbord lorsque je l'aperçus. À quelques rangs de mon siège, la tête légèrement penchée vers l'avant, elle lisait, indifférente au paysage. Quelques mèches rebelles flottaient au vent, et leurs couleurs s'accordaient si bien à cet univers d'ocre et de rouge que j'en eus comme un choc. Qui était-elle ? Une de ces filles du Nord que les moiteurs alanguis des fleuves asiatiques n'impressionnent guère ? C'est à peine si elle jetait de temps à autre un regard vers les berges, où un Laos hors du temps déballait tout ce qu'il avait. Blocs erratiques surgis hors de l'onde, jungles impénétrables, cascades enchevêtrées de bambous et de lianes, bancs de sables immaculés, grondement du fleuve dans l'emballement des rapides. Non, tout ça n'était pas fait pour distraire la donzelle dans sa méditation. Peut-être écrivait-elle ? Au loin, les premiers contreforts de la chaîne des Dandrek tentaient de faire barrage au fleuve. Raté. La masse d'eau passait en force dans la roche, entraînant notre navire dans des rapides successifs. J'admirais l'habileté du capitaine devant négocier ces passages sans casse, et l'inconscience des usagers, comme on dit chez nous dans le métro, ignorant du danger auquel ils échappaient. Prétextant une exploration du navire, je décidai de me promener en direction de la timonerie. Cap sur le carré des filles. J'eus droit à son sourire. Touché. C'était une ravissante Anglaise. 3 bribes de phrases volées au passage m'avaient mis au parfum. Qu'allais-je bien pouvoir raconter à une groupie de Johnny Rotten et de Shane McDowan ? L'historique bagarre de nos anciens pour l'exploration de ce pays ? Les efforts fous d'une bande de types à peine pubères pour révéler au monde ce qu'elle traversait maintenant avec légèreté ? Comment ne pas y penser ? Ils étaient pour moi comme une famille. Je connaissais tous deux. J'étais venu pour eux. Henri Mouot, globe-trotter, prof de français à Saint-Pétersbourg, aura pu rencontrer Dostoïevski, mais non. Désir d'ailleurs, de voyages lointains, se rend à Londres, admirateur de Mungo Park, le spécialiste british des explorations africaines. Il épouse sa nièce, bon choix, émigre sur une île anglo-normande, s'y emmerde, décide de partir en Asie et se fait financer par les Anglais, à défaut d'être soutenu chez nous. Nul n'est prophète en son pays, blablabla, bla bla bla, comme d'habitude. 2 séjours en Asie, découvre encore, excusez du peu, puis Luang Prabang, beau tableau de chasse. Il y laissera sa peau au 2e round. Chapeau l'artiste. Et ce n'était que le premier d'une longue liste. Je pensais, tout ça c'est pas rock'n'roll. C'est pas comme ça qu'on se fait des copines. Moi, j'aurais aimé qu'elle me raconte l'histoire d'un certain MacLeod, un bougre d'Écossais, dont elle est de toute évidence l'arrière-petite-fille. Ses contemporains mentionnent une expédition lancée en direction de la Chine, venant de l'Inde et passant par la Birmanie. Il serait passé là, pas loin, dans ces montagnes, à dos d'éléphant. Il aurait découvert Chiang Mai, séduit le roi de Siam, presque rejoint Luang Prabang, effleuré la Chine. Mais raté, il n'y arrive pas. Puis il rentre à Londres et disparaît. Je me décide et passe à l'abordage. Échange de banalités. Sur le trajet lointain de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, elle ne fait que passer par l'Asie. Déception. Sa beauté me semble d'un coup plus énergique, presque volontaire, mais je perçois dans son regard une de ces blessures secrètes que seuls les vrais voyageurs, les écrivains connaissent bien. Ces perspectives de séparation programmée me troublent. Finalement, je fais mine de regagner ma place. Elle ne s'y oppose pas. Voilà bien comme sont faites les filles.
Ah, c'est pas comme les femmes là-haut d'autrefois. Celles qui se baignaient toutes nues dans le fleuve devant Francis Garnier et ses camarades. Au prétexte qu'ils avaient de la barbe et étaient considérés en Asie comme des vieillards aux ardeurs épuisées. Des vieillards. Ils avaient tous 25 ans et une sacrée dose de volonté. 2 ans pour remonter le Menam-Kong jusqu'en Chine et revenir. 2 ans et 2 décès sur 6. Lourd tribut. Cela en avait, quoi qu'en disaient les petites Laotiennes, qui pensaient évidemment tout le contraire et essayaient de le prouver. Je le regarde, de loin, rire avec ses compagnes de voyage. Décidément, ce fleuve et cette fille m'obsèdent. Dans ce paysage perpétuellement mouvant, ici et là surgissent des promontoires bétonnés, fichés dans la roche comme des épées arthuriennes. Aucun hasard, puisque c'est par des mains bretonnes qu'elles ont été placées là. Elles marquent le chenal qui devait les mener à bon port. Le monde est parfois petit. Un simple fanal vous fait passer de Pac-Beng à Ouessant. Je jette un œil à la dérobée. Elle me sourit. Je lui souris. On se sourit. Mais déjà nous arrivons. À quoi bon tenter une histoire si nous devons nous séparer aussitôt? Je ne suis pas doué pour les affaires d'un soir. Elle non plus sans doute. Je sors du bateau. Elle prend son sac, a une hésitation et disparaît vers son destin. Dans le courant de la vie, je me sens parfois comme ces fanaux sur leur socle de roche immobile, regardant passer la beauté des femmes.